un hors-la-loi notoire, se dissimulant en pleine vue, s'avança vers un garde du palais avec une détermination mesurée et audacieuse, pendant que les curieux visiteurs, inconscients du danger imminent, restaient émerveillés. En un éclair, il fourra sa main dans son long manteau et en sortit une arme à feu. À cet instant précis, tout bascula. Ce qui suivit laissa les témoins muets d'étonnement. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et pensez à visiter notre seconde chaîne, Veille des Sentinelles, indiquée dans le commentaire épinglé où nous y publions chaque jour au même horaire. Abonnez-vous aux deux chaînes pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. Au moment où le soleil déclinant étirait de longues ombres sur les jardins du palais de Buckingham, le sentinelle Édouard Lemoine, vêtu d'un uniforme écarlate et d'une précision inébranlable, gardait son poste. Sa tenue, étincelante sous les derniers rayons, faisait honneur à chaque bouton de laiton et médaille, autant de témoignages d'honneur et de sacrifice. 2 décennies de service, incluant 3 campagnes de combat, avaient aiguisé ses instincts à la limite du rasoir, des instincts qui murmuraient à présent l'approche d'un danger certain. Parmi la foule de curieux, une silhouette attira l'attention d'Édouard. Cet homme se déplaçait avec une nonchalance étudiée, sa démarche mesurée et ses regards précis. Tandis que d'autres s'émerveillaient devant la majesté du palais, cet individu scrutait minutieusement les angles de vue et les trajectoires des patrouilles, comme s'il en connaissait tous les secrets. Son manteau de qualité contrastait avec ses bottes usées ou le genre que préfèrent certaines formations paramilitaires qu'Édouard avait déjà croisé et son visage rasé de près, ses cheveux soigneusement coiffés, révélait un homme qui tentait peut-être un peu trop de se fondre dans la masse. Pourtant, le moine avait déjà aperçu cet haine masqué dans des situations bien plus périlleuses que ce paisible parvis. S'approchant inexorablement du poste du garde, l'homme suivait un itinéraire qui, aux yeux du commun des mortels, paraissait aléatoire, mais qui en réalité obéissait à une routine d'infiltration bien rodée. Les passants se faisaient naturellement de la place, une mère serra ses enfants contre elle en le voyant passer, l'expression empreinte d'une méfiance silencieuse. Tout cela était pour le moins saisissant. Finalement, l'intrus prit la parole, sa diction neutre mais trahissant des sous-entendus glacials. Gesticulant vers les murs du palais au symbole même du pouvoir et du faste, il parla assez fort pour que les touristes entendent ses paroles, et leurs visages passèrent de la curiosité à une inquiétude palpable. Édouard garda son regard fixe, fort de ses années de discipline, alors que la tension montait. L'homme dégageait un danger familier, non pas celui d'un simple malfaiteur, mais bien la malveillance calculée d'un idéologue sombre. « Restez ici », déclara-t-il en se déplaçant sur le flanc gauche d'Édouard, en gardant les reliques d'un empire bâti sur des mensonges. D'un ton plus bas, destiné uniquement à Lemoine, il ajouta « Mais nous savons tous la vérité sur la prétendue supériorité de votre civilisation. » Ces mots, lourds de venin préparé de longue date, semblaient sortir tout droit de manifestes obscurs rédigés dans l'ombre. Non loin de là, un vieil homme arborant une épingle de vétéran s'arrêta net, son visage buriné traduisant la reconnaissance du danger imminent. Pendant un bref instant, il échangea un regard avec Édouard, un salut silencieux entre soldats avant de se glisser discrètement auprès d'une jeune famille, prêt à intervenir si nécessaire. « Votre silence vous sied », continua l'intrus d'un ton maîtrisé mais chargé d'une agitation grandissante, comme vous tous qui vous cachez derrière vos procédures pendant que le monde change autour de vous. Il s'avança directement dans le champ de vision d'Édouard, assez près pour que le garde puisse déceler une pointe d'huile de pistolet sous son parfum coûteux. La lumière mourante jouait sur les médailles d'Édouard, chacune ayant été gagnée lors de combats où de telles idéologies avaient été affrontées avec la plus grande fermeté. Le regard de l'homme se porta sur ces insignes, et son expression se durcit. Ce n'était pas un simple touriste, mais un homme qui comprenait exactement la signification de ces honneurs et le type de soldat qui se tenait devant lui. Et pourtant, ce jour-là, le ton de l'intrus trahissait une anticipation palpable. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se cache derrière tout ce faste, ce qui se produit quand les symboles se heurtent à la dure réalité. Sa main droite se dirigea nonchalamment vers la poche de son manteau, un geste qu'Édouard, fort de son entraînement au combat, perçut avec une clarté absolue. Peu à peu, les bavardages des touristes se muèrent en un silence respectueux, comme si l'air lui-même pressentait le conflit à venir. Le vétéran avait discrètement conduit la jeune famille vers les portes du palais, ses mouvements mesurés et lents pour éviter toute attention superflue. Édouard, imperturbable, gardait sa posture irréprochable, bien que chaque fibre de son être vibre d'une alerte née des combats urbains et des escarmouches en montagne. Tandis que l'intrus reprenait son cercle, Édouard passa en revue mentalement son équipement, la bosse évidente d'une arme principale, la probabilité d'un second dispositif dissimulé, et la moindre asymétrie dans sa veste laissant deviner du matériel supplémentaire. « Quand je regarde ce palais,
je vois le dernier souffle d'une culture mourante, déclara-t-il avec un mépris nouveau. Une culture devenue molle, qui se contente de jouer aux apparats pendant que le véritable pouvoir glisse ailleurs. Chaque mot, chargé de renséures savamment cultivées au fil des années, retentissait comme une malédiction sur la scène. Les quelques passants restants, leurs murmures emplis d'inquiétude, comprirent peu à peu qu'ils étaient témoins de bien plus qu'un simple incident touristique. Même un groupe d'enfants fut discrètement rassemblé par une institutrice inquiète, le visage tendu par la préoccupation. Toutes ces médailles, ricana l'intrus en s'approchant suffisamment pour que son haleine embule les tons polis de l'uniforme d'Édouard, ont-elles été remportées pourquoi? Pour défendre la démocratie? Pour la liberté? Il cracha ces mots comme des malédictions, de belles paroles destinées à dissimuler la décrépitude sous-jacente. Mais la vérité est là, évidente, votre havre de diversité se désagrège, et votre tolérance s'est retournée contre vous. Le vieil homme, désormais positionné près d'un bouton d'alarme d'urgence du palais, se tenait avec la vigilance d'un homme ayant vu ces menaces dans de vieux films de guerre et dans des manifestes extrémistes contemporains. La haine peut revêtir de nouveaux atours, mais son visage reste immuable. Votre silence, en effet, me divertit, poursuivit l'intrus en entamant un nouveau tour de cercle autour du poste d'Édouard. Vous restez là, à protéger des chimères pendant que votre civilisation se délite. Saviez-vous, d'ailleurs, que notre force grandit chaque jour, dans chaque ville, dans chaque pays? Vous pensiez nous avoir libérés, mais notre message se propage. Votre victoire de 1945 n'était que passagère, le cours des choses est en train de changer. Bien qu'Édouard ne détournât pas les yeux, ses sens de combattant observaient chaque mouvement subtil de l'intrus. La façon dont il répartissait son poids et se tenait indiquait une formation non pas britannique ou américaine, mais d'origine européenne. Son allure témoignait d'une expérience pratique, bien au-delà de la simple idéologie. Peut-être faut-il maintenant rappeler une leçon d'histoire, éleva l'intrus d'une voix théâtrale, s'adressant aux derniers témoins présents, sur la manière dont les empires s'effondrent, sur la façon dont votre précieuse démocratie et votre diversité ne sont que de faibles parures déguisées en force. Aujourd'hui, nous allons démontrer cette vérité. Un jeune couple se hâta de passer, le visage de la femme blême devant la haine contenue dans ses paroles, tandis que son compagnon se plaça entre elle et la scène, la guidant vers la sortie. L'intrus suivit leur mouvement du regard, plein de mépris glacé. Regardez-les fuir comme des enfants apeurés. Vos concitoyens, si facilement intimidés, s'effondreront comme du papier au moment venu. Mais vous, reprit-il en se tournant vers Édouard, vous restez liés par vos règles et traditions, pendant que je prononce ces vérités. Ne sentez-vous pas le brûlement? Ne réveille-t-il rien dans cet esprit trop poli et politiquement correct? La discipline d'Édouard demeurait intacte, chaque mot tombant sur lui comme une pluie persistante sur la pierre. Il avait déjà affronté ce genre d'idéologie, que ce fût dans les montagnes de Bosnie ou dans les ruelles de villes dévastées par la guerre, et il en avait vu les conséquences, des fosses communes et des sociétés brisées. Les menaces de l'intrus n'étaient pas de vains orateurs, mais des échos des horreurs qu'Édouard avait lui-même contribué à empêcher. Pourtant, il restait impassible. Peu à peu, le masque de calme de l'agresseur se fissurait, sa voix trahissant une frustration grandissante. Peut-être est-il temps de faire quelque chose de mémorable, de montrer à vos spectateurs ce qu'est la véritable conviction. Sa main se dirigea résolument vers son manteau, abandonnant toute feinte. Les yeux du vieux soldat s'agrandirent, reconnaissant ce geste familier qu'il avait vu jadis sur d'antiques champs de bataille. Rapidement, il appuya sur le bouton d'alarme, bien qu'il eût conscience que l'aide ne viendrait peut-être que trop tard pour empêcher le drame imminent. « Écoutez bien », murmura l'intrus d'une voix qui se fit glaciale, « chaque mot que je prononce est choisi avec soin, tel un chirurgien désignant son scalpel. Les paroles ont leur importance, mais ce sont les actes qui changent le monde. » Lentement, sa main sortit de son manteau dans un mouvement étudié, rappelant la lenteur d'un prédateur déployant ses griffes. Le tissu luxueux de son manteau se fendit comme un rideau lourd pour dévoiler l'instrument fatal qu'il renfermait. Le soleil se posa sur l'acier bleuté de l'arme, dont la surface sombre absorbait la lumière tel un gouffre vorace. L'arme semblait presque animée dans sa main, chaque trace d'usure racontant une histoire d'autres instants comme celui-ci, d'autres cibles, d'autres conséquences inéluctables. Ce sont les actes qui restent, longtemps après que les cris se sont tus, poursuivit-il, ses yeux reflétant la froideur de l'acier. Ce sont eux qui écrivent l'histoire en sang et en laiton, bien après que vos paroles d'honneur et de devoir se soient évanouies. Les rares spectateurs présents se figèrent, leurs appareils photo oubliés face à ce danger réel. Une dame étouffa un cri, ses ongles manucurés creusant des sillons dans le bras de son compagnon, tandis qu'un enfant,
trop jeune pour tout comprendre mais assez éveillé pour sentir le danger, se blottit contre sa mère. Le doigt usé du vétéran pressa le bouton d'alarme, mais ses yeux, ceux qui avaient vu des armes dans des lieux plus sombres, ne quittèrent pas la scène qui se déroulait devant lui. Il reconnut immédiatement le profil distinctif de l'arme, l'outil favori de certains groupes extrémistes qui appréciaient son équilibre parfait entre fiabilité, précision et discrétion. Chaque détail du pistolet racontait sa propre histoire, les modifications subtiles apportées à la poignée, les organes de visée sur mesure, et la finition patinée mais parfaitement entretenue. « N'est-ce pas magnifique » s'exclama-t-il en caressant le pistolet avec une familiarité intime, comme s'il s'agissait d'un vieil amant. Pour l'heure, le canon pointait vers le sol, tel un cobra prêt à frapper. Chaque mouvement trahissait un entraînement qui n'était pas strictement militaire, mais quelque chose de plus sinistre. Il s'agissait d'un CZ-75 modifié pour des missions spéciales, contenant 15 cartouches de conviction et de changement. Son pouce caressa la sûreté avant de la désactiver avec l'aisance d'un expert, le petit clic résonnant comme un tonnerre lointain dans le silence stupéfait. « Ici, il n'y a ni caméra ni enregistrement de vos précieuses traditions », se moqua-t-il. Voyez comme ils s'enfuient dès que la réalité brise leur rêve touristique. Les yeux d'Édouard restaient fixés vers un point lointain, là où des générations de gardes avaient jadis veillé, mais ses sens de combattant enregistraient chaque mouvement du visage de l'intrus avec une précision quasi mécanique, l'usure sur le canon, signe d'un usage réel plutôt que d'un entraînement, et la poignée personnalisée, indice indubitable d'un armurier particulier au service de factions extrémistes. La manière dont l'homme tenait son arme divulguait tout à un expert aguerri. Ce n'était pas le comportement hésitant d'un voyou armé d'un butin volé, mais la confiance mesurée d'un agent aguerri. « Je pourrais mettre fin à tout cela ici même », déclara-t-il d'un ton presque lyrique, comme récitant un vieux vers, d'un seul coup pour briser vos apparats, pour montrer à tous la fragilité de votre système. Lentement, il leva le pistolet, savourant chaque petit mouvement comme un chef d'orchestre menant sa symphonie. Chaque geste était calculé pour maximiser l'impact psychologique, l'arme s'élevait par de subtiles modifications d'angle, prolongeant ainsi l'effroi. « Mais d'abord, dit-il, avouez que tout cela est vain, l'uniforme, les traditions, la discipline ne sont que des symboles creux protégeant un monde en déclin, des emblèmes destinés à saigner et à mourir, comme tout le reste. » L'arme se stabilisa avec une précision chirurgicale, visée en plein centre de la poitrine d'Édouard, là où ses médailles captaient la lumière dorée du crépuscule. Son doigt ne frôla que légèrement la détente, témoignant d'un entraînement rigoureux mêlant doctrine est-européenne et tactique terroriste moderne. Chaque aspect de sa manipulation confirmait ce qu'Édouard avait pressenti depuis longtemps, il ne faisait pas face à un simple malfaiteur de rue, mais à un opérateur entraîné, porteur d'une mission dangereuse. Dernier mot, sentinelle ? Une ultime défense pour votre ordre chéri, demanda l'intrus, sa voix se teintant désormais d'une étrange curiosité ou comme s'il s'agissait d'une expérience sociale tordue plutôt que d'une tentative d'assassinat. Ses yeux scrutaient le visage d'Édouard, cherchant la moindre fissure dans son masque impassible, le moindre signe de peur à savourer. Ou bien mourrez-vous comme vous avez vécu, esclave des protocoles, serviteur d'un empire éteint. Le soleil d'après-midi dessinait des traits de feu sur le canon du pistolet, renvoyant des éclats argentés sur les vieilles pierres du parvis, telles des apparitions dansantes. Le temps semblait se figer, chaque seconde s'allongeant à l'infini tandis que le doigt de l'intrus amorçait sa lente progression vers la détente. Dans cet instant suspendu, les sens aiguisés d'Édouard captèrent chaque détail au l'angle du canon, la répartition subtile du poids de l'agresseur, chaque indice minime qui trahissait son prochain mouvement, calculé avec la précision d'un athlète chevronné. Rien n'échappait à son attention. La voix de l'homme se fit froide, définitive, et son doigt se crispa imperceptiblement, ses muscles se tendant pour le geste fatal. Puis, tel un serpent qui foudroie sa proie, la main d'Édouard s'élança. En un mouvement fluide, ganté de blanc, il agrippa le pistolet, son emprise forgée par d'innombrables heures passées sur des terrains boueux et dans des zones de combat poussiéreuses. Il localisa immédiatement les points de pression précis, appliquant des techniques affinées au corps à accent grave-corps et perfectionnées lors d'exercices antiterroristes dont les détails resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. En un clin d'œil, l'arme disparut des mains de l'assaillant pour réapparaître fermement sous le contrôle d'Édouard, avec une telle fluidité que plusieurs témoins jureraient n'avoir vu qu'un flou de gants blancs avant de constater que les mains de l'homme étaient vides. Ses doigts se mouvèrent avec la précision d'un chirurgien aguerri, chaque geste étant délibéré et calculé. La détente du chargeur fut activée avec la justesse d'un mécanisme parfaitement huilé, non pas l'hésitation d'un amateur, mais l'action décidée de quelqu'un qui avait accompli ce geste sous le feu ennemi. Le chargeur tomba dans sa main gauche, son poids confirmant qu'il était pleinement chargé,
tandis que les extrémités en laiton des cartouches brillaient au soleil, autant de tragédies évitées d'un simple geste. Son pouce actionna ensuite le levier de culasse avec une précision mécanique, le coup chargé s'éjectant en une arche gracieuse avant que le petit tintement de la balle heurtant la pierre ne résonne telle une cloche lointaine. La danse du désarmement se poursuivit, chaque mouvement témoignant des années d'entraînement qu'Édouard avait gravé dans son être. « Chambre vide, sûreté enclenchée », murmura-t-il alors que toute la séquence se déroulait en quelques secondes au moins de temps qu'il n'en faut à la plupart pour saisir l'ampleur de la situation. Soudain, l'assaillant se figea, sa main maintenant la forme d'une arme qui n'était plus, ses doigts cherchant vainement à agripper le vide, tel un spectateur ébloui par le tour final d'un magicien. Son visage passa de la suffisance arrogante à une stupéfaction pure, puis à une peur naissante alors que la réalité de son sort s'imposait. Édouard avait achevé le désarmement en moins de 3 temps, une rapidité qui parlait d'expérience où l'échec signifiait la mort. CZ75, version pré-E 2010, annonça Édouard pour la première fois, sa voix empreinte d'une autorité tranquille et inébranlable. Ses yeux, entraînés à décortiquer les moindres détails du combat, examinèrent l'arme avec l'acuité d'un expert, une détente modifiée, des panneaux de poignée sur mesure fournis par un artisan de Monténégro, un percuteur allongé et une tige de guidage en titane, autant de modifications plébiscitées par certains groupes extrémistes originaires des Balkans. Le numéro de série avait été altéré avec soin, mais l'usure sur le canon laissait deviner environ 2000 cartouches tirées principalement de la munition subsonique, comme en témoignait la trace de carbone. Ses doigts gantés effleurèrent chaque détail avec la précision d'un vétéran aux connaissances inégalées. Les munitions sont subsoniques, conçues pour être utilisées avec des silencieux. Le ressort du chargeur a été récemment remplacé par un fabricant serbe. Ce n'est pas de l'équipement standard, expliqua-t-il d'un ton détaché, comme s'il évoquait la météo plutôt que de disséquer l'outil de l'assassin. « Rendez-la-moi » s'écria l'assaillant, son masque de froide assurance se brisant alors qu'il étendait la main pour réclamer l'arme. La réponse d'Édouard fut aussi rapide que décisive. En usant du pistolet comme d'un levier, il le balança en un arc parfait. L'acier trempé heurta le nez de l'intrus avec la précision d'un scalpel chirurgical où le cartilage céda dans un craquement semblable au bruit de feuilles mortes écrasées, et un jet de sang tacha son manteau coûteux. Il recula en titubant, main portée à son visage, toute apparence de sophistication anéantie. « Vous m'avez cassé le nez » s'exclama-t-il, la voix embuée de douleur et de colère. « Pas du tout » répondit calmement Édouard. « J'ai utilisé la force juste suffisante pour neutraliser une menace directe contre la couronne. Le nez brisé n'est qu'un dommage colla. » Héral. Sa posture demeurait impeccable, son contrôle absolu, même dans l'instant critique. Sachez toutefois que tenter d'assassiner un garde du palais, armé d'un pistolet modifié et de munitions illicites, entraîne invariablement de douloureuses conséquences. Les yeux de l'assaillant fouillaient frénétiquement les alentours, cherchant une issue, tandis que des gouttes de sang coulaient entre ses doigts tel un compte à rebours sinistre. « Vous allez le regretter » cracha-t-il, chaque mot saturé de venin, car nous avons des yeux partout. Ce n'est pas terminé. La réponse d'Édouard, posée et assurée, portait le poids de celui qui avait déjà entendu de telles menaces. En réalité, tout s'est terminé dès que vous avez exhibé votre arme. Pendant que vous radotiez sur la chute de la civilisation, vous avez manqué plusieurs détails cruciaux. Il jeta un rapide regard vers le vieux soldat. L'alarme silencieuse a été déclenchée il y a 90 secondes. Les forces de la métropole bloquent déjà toutes les issues, et au moins 6 caméras ont capturé votre visage. Le teint de l'assaillant pâlit, encore marqué par le sang qui coulait de son nez, tandis que le bruit des sirènes se rapprochait inexorablement, se mêlant au fracas de l'après-midi. Ses plans soigneusement ourdis se délitèrent plus vite que le sang ne s'écoulait de son visage. Avec un dernier regard empli de haine, il tourna les talons et s'enfuit, bousculant des spectateurs stupéfaits dans sa course désespérée. Ses chaussures élégantes glissèrent sur les pavés, laissant derrière lui une traînée de gouttelettes qui faciliterait grandement la tâche des forces arrivantes. Édouard resta immobile à son poste, retrouvant sa posture cérémonieuse alors que des véhicules de police se déployaient aux abords du palais et que des unités armées intervenaient avec la précision apprise lors de maints exercices. Le vieux soldat s'avança vers les agents avec un salut net, sa prestance militaire transparaissant dans le récit minutieux des événements. Des témoins s'exprimèrent ensuite, chacun décrivant avec précision la rapidité et le contrôle dont le garde avait fait preuve, neutralisant la menace sans jamais abandonner son poste ni perdre son sang-froid. Le commissaire-inspecteur Moreau, présent sur les lieux, s'adressa à Édouard d'une voix posée et professionnelle. Le suspect est armé d'un CZ75 modifié, obtenu par des voies illicites. Son accent et sa gestuelle tactique indiquent des liens avec des groupes extrémistes d'Europe de l'Est.
Les sourcils de Moreau se haussèrent alors qu'il prenait des notes. Vous avez tout déduit de cette simple confrontation, répliqua Édouard succinctement. En effet. Les modifications de l'arme concordent avec celles d'un armurier monténégrin, et sa posture trahit un entraînement spécialisé en unités paramilitaires. Son analyse se poursuivit avec méthode. Son idéologie et son langage rappellent ceux diffusés par plusieurs chaînes extrémistes surveillées. Je parie qu'il figure déjà dans votre base de données. Un autre agent s'approcha alors, tablette en main. Monsieur, la reconnaissance faciale vient d'obtenir un résultat positif. Il est recherché en lien avec plusieurs incidents à travers l'Europe, et Interpol le surveille depuis des mois. Le commissaire Moreau hocha la tête avec gravité. Très bien. Sa photo sera diffusée sur toutes les chaînes d'information dans l'heure qui vient. Il n'ira pas loin, pas avec ce nez brisé qui le trahit. Il jeta un coup d'œil à la traînée de sang qui s'éloignait. Il faut dire que c'était une application remarquablement précise de la force. Le guidon arrière d'un CZ75 est d'une efficacité redoutable lorsqu'on y exerce la bonne pression. Édouard répondit, d'un ton factuel, le nez du suspect nécessitera des soins médicaux urgents, ce qui le clouera en ville. Le vieux soldat, ayant terminé son déposition, salua Édouard d'un salut militaire net. Retraité des fusiliers marins, je suis le capitaine Durand, déclara-t-il. Ce fut une neutralisation de menaces exemplaire, mon garçon, un rappel de notre entraînement en protection rapprochée dans les années 82. Édouard rendit le salut avec une perfection irréprochable. Merci, monsieur. Même si je pense que votre génération a dû affronter des périls bien plus redoutables qu'un simple idéologue armé. Le capitaine Durand esquissa un léger sourire. Pourtant, nous avons toujours su respecter le protocole cérémonial. Je dirais même que les standards se sont améliorés depuis mon époque. Tandis que la police sécurisait le périmètre et recueillait les témoignages, la vie autour du palais de Buckingham reprenait peu à peu son cours. Les touristes, désormais maintenus à distance, observaient les experts médico-légaux photographier la traînée de sang et récupérer l'obus éjecté des vieilles pierres. Le commissaire prit quelques notes finales avant de se tourner de nouveau vers Édouard. Nous aurons besoin d'un compte-rendu complet ultérieurement, mais pour l'instant pouvez-vous nous fournir un détail supplémentaire sur le suspect? Juste un élément de plus. Édouard, scrutant méthodiquement les environs, répondit, vu son idéologie et son entraînement, il cherchera sans doute des soins médicaux clandestins. Je vous conseille de surveiller certains centres de santé dans l'est de la ville, notamment ceux en lien avec des communautés exilées des Balkans. La radio du commissaire grésilla de mise à jour alors que les caméras de surveillance suivaient la fuite du suspect dans les rues de Londres. Chaque agent connaissait désormais sa description, chaque hôpital était en alerte, et un réseau de forces de l'ordre se resserrait autour de leurs cibles blessées. Au fur et à mesure que l'effervescence se dissipait et que la police poursuivait ses investigations minutieuses, Édouard reprit son poste de veille, sa posture toujours impeccable. Le soleil de l'après-midi caressait de nouveau ses médailles aux témoignages muets des années d'expérience et d'entraînement qu'il avait préparés pour des instants comme celui-ci. Si son uniforme cérémonial attirait l'attention des curieux, il dissimulait en son sein le cœur d'un véritable guerrier, prouvant une fois encore que les traditions de la garde reposaient sur des bases authentiques de courage, de compétence et d'un dévouement sans faille. Avant de s'éclipser, le vieux soldat jeta un ultime regard admiratif vers la silhouette d'Édouard, cette figure inébranlable incarnant non seulement le devoir de surveiller, mais surtout d'être toujours prêt à contrer la menace avec une précision chirurgicale. Que feriez-vous à la place d'Édouard? Combien d'entre nous pourraient garder un tel sang-froid face à un danger immédiat, pour ensuite agir avec une force contrôlée et décisive au moment critique? Ce sont ces âmes courageuses qui veillent sur nos traditions et nos valeurs non pas comme de simples symboles, mais comme de véritables professionnels prêts à défendre ce qui leur est cher. Leur devoir cérémonial peut attirer l'attention des appareils photo, mais leur véritable force se révèle dans la tourmente de la crise. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres chroniques palpitantes sur les gardes du palais, ceux qui protègent non seulement nos demeures royales, mais aussi notre mode de vie. Appuyez sur la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où la véritable essence de quelqu'un s'est dévoilée dans la tourmente? Qu'en pensez-vous de cet équilibre délicat entre le devoir cérémonial et la préparation au combat que doivent maintenir nos sentinelles royales? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de visionner nos précédentes vidéos sur les gardes du palais, actuellement affichées sur votre écran, chacune révélant une facette de ces hommes et femmes extraordinaires, dont le service inébranlable assure la pérennité de nos valeurs, qu'il s'agisse de discipline inébranlable ou, lorsque nécessaire, d'une action résolue.